Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. Pour ce 3e épisode, et après 2 interviews de femmes très inspirantes, j'ai voulu apporter un peu de testostérone à Yalla. C'est donc Amine Chiguel, champion rallye du Maroc 2021, qui est à l'honneur aujourd'hui. Amine s'est entiché très jeune de la moto. À 10 ans, il arpentait déjà les rues de Rabat avec sa Piwi. Aujourd'hui, la moto est bien plus qu'une passion. Avec beaucoup de travail, de persévérance et de détermination, Amine a raflé de nombreux championnats au Maroc, mais aussi à l'étranger. Fort de son dernier succès, Amine se prépare aujourd'hui à l'un des championnats réputés comme étant les plus difficiles, qui est le rallye du Dakar. Amine est la preuve vivante qu'avec une vision claire, et surtout qu'en s'en donnant les moyens, rien n'est impossible. J'espère que cet échange vous plaira et vous inspirera. Yalla, place à l'épisode. Hello Amine. Hello. Je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Je trouve ton parcours hyper inspirant et hyper intéressant et je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi. Alors la première question que je vais te poser, c'est une question qui va être assez atypique, donc j'ai un peu fouiné sur internet, sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une citation d'un article que tu avais rédigé pour Sport Auto qui est la suivante. Okay. Écoute bien. Alors, la moto ira toujours là où on porte son regard. J'aime beaucoup ce conseil car on peut en tirer une véritable leçon de vie, celle de se concentrer sur ce que l'on veut au lieu de se focaliser sur ce que l'on ne veut pas. Ça te dit quelque chose ? Ouais. Ok. Je pense qu'il y a énormément de parallèles entre la moto et la vie. Il y a vraiment un côté super philosophique et je pense dans le sport de manière générale. Et là, en l'occurrence, pour ce conseil, il est vrai plus que jamais parce que dès qu'on a tendance à se concentrer sur les problèmes, sur ce qu'on veut pas au lieu de ce qu'on veut, il se passe un phénomène que je ne saurais pas expliquer, mais c'est contre-productif. Et je pense que vraiment le mieux, c'est de rester concentré sur vraiment ce que l'on veut et ne pas penser à tous les scénarios catastrophes et les choses comme ça. Et concrètement, comment est-ce que tu fais ça ? Comment tu t'appliques ce motto ? Qu'est-ce qui t'aide à vraiment focaliser ? Il y a un outil qui est super puissant que j'ai découvert avec un pseudo-coach ami. C'est tout ce qui est mindfulness, tout ce qui est instant présent, méditation sur l'instant présent. Ça paraît hyper simple, mais en fait, ça l'est pas. Ou plutôt, ça paraît très compliqué et peut-être au final, c'est super simple. Je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre, mais clairement, dans tout ce qui est moto et tout ce qui est sport à risque, là où il faut rester super concentré, être pleinement présent à ce qu'on fait est super important. C'est-à-dire qu'en gros, il faut laisser le mental loin de tout ça et vraiment dans l'instant présent, dans l'action elle-même et dans ce qu'on fait. Ok, bon, super. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton enfance ? Qui était le jeune Amine Chiguel ? Qu'est-ce qu'il aimait faire ? Quelles étaient ses passions, ses aspirations ? Qu'est-ce que tu rêvais d'être ? Vas-y, parle-nous un peu de toi. Alors moi, quand j'étais tout petit, j'ai toujours rêvé de moto. Déjà, mon père avait une moto dans le garage et on sortait le week-end avec la moto et j'attendais toute la semaine pour sortir. Je me rappelle encore en cours, en classe et tout, on attendait que le vendredi. Enfin, j'attendais que le vendredi pour ça. Et ensuite, bien sûr, j'avais une bicyclette et à l'époque, je faisais vraiment de la natation à un niveau presque professionnel. On faisait le championnat du Maroc de natation et j'y allais en vélo et juste comme ça pour l'anecdote, mais genre j'avais l'impression d'être sur une moto. En fait, je rêvais que de ça tout le temps. Et mes parents avaient peur pour moi et ils voulaient pas vraiment que j'en fasse, paradoxalement, alors que mes parents se sont connus sur une moto à Descartes quand ils avaient 18 ans, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans le sang, j'ai envie de dire. Et voilà, donc c'est une histoire de famille en fait, une histoire d'amour. Voilà, ça a commencé entre mon père et ma mère, ça a commencé avec des tours de moto et donc vraiment il y a quelque chose avec la moto, mais comme je disais paradoxalement, mes parents ne voulaient pas vraiment que j'en fasse, c'était dangereux. C'est dangereux en fait, mais voilà, il y a eu vraiment beaucoup de règles qui ont été instaurées. Ça a été très compliqué, ça a été très difficile.
Mais au bout de, je pense, quand j'ai eu vers 10 ans, 11 ans, c'est là où j'ai réussi à les convaincre. Ah ouais, donc tu as commencé tôt en fait, la moto, tu as commencé à quel âge? On peut dire que c'est tôt parce que c'était vers 10-11 ans, Ouais. mais c'était pas vraiment de manière hyper, on va dire, professionnelle avec Ouais. des entraînements et tout comme je fais maintenant. Ouais. Et Mais t'en faisais bon, comment? T'en faisais où on en est-ce que faisait. t'avais une Alors moto? la règle, c'était de pas en faire devant la maison, pas dans la rue, pas dans la route, pas Ouais. sur la route. C'était dans des forêts, des terrains vagues, la plage, des choses comme ça. Et Que du tout terrain. question un peu bête. À 10 ans, t'as quoi comme moto? Alors c'est la moto avec laquelle tout le monde commence. Ouais. C'est la Yamaha Piwi 50, Ok. PW Ah, donc ça 50. existe en fait, les motos Oui, pour. et elle n'a Ok. pas changé depuis 15 ans. C'est toujours la même moto, elle n'a pas changé. Elle est très facile d'accès pour les enfants et on peut aussi régler en fait la puissance pour pas. Ok, génial. Ouais. Bah, tu vois, je savais pas du tout que ça existait. J'ai appris un truc. Ok. Et du coup, toi, ton rêve, c'était de faire de la moto, même quand t'étais petit, tu t'es dit plus tard, c'est ce que je vais faire, ou t'avais d'autres rêves en tête? Non, vraiment, je rêvais que de faire de la moto, Ouais. même pas un niveau pro, même pas un niveau course ou quelque chose comme ça. C'était vraiment c'était vraiment pour la moto elle-même. Genre, Mm. c'était vraiment C'est ta passion, c'était quoi. pur, quoi. Ouais. C'était sans aucun objectif derrière. Il y Mm. avait que l'envie d'être sur la moto et de rouler. Ouais. Et parce que, en fait, les sensations que j'avais découvertes avec mon père, elles étaient juste incroyables. Et je me disais, non, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et j'ai eu beaucoup. Ensuite, à l'adolescence, ça a été aussi très compliqué avec mes parents parce que j'ai eu des amis à moi qui ont eu des accidents, Mm. des crashs. Ouais, ouais. Il y a eu, en plus, avec la période de l'adolescence, c'est toujours très compliqué avec les parents. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui était plus fort que moi et j'avais beaucoup de mal à contrôler ça, en fait. Ouais. Ouais. Ok, c'était vraiment Ouais. une grosse envie, quoi. Voilà. C'est ancré dans toi, finalement. C'est vraiment ancré et Mhm. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense aussi c'est ma force parce que d'autres vont s'entraîner parce qu'ils ont un programme d'entraînement. Mm. Moi, si j'y vais pas, je me sens limite mal parce que j'ai ce besoin d'y aller. Ouais, je comprends. C'est vraiment ça la différence. C'est aussi ça qui a fait que je pense que j'ai progressé à une vitesse vraiment fulgurante ces dernières années. C'est ce truc en fait de jamais en avoir marre. Ok, génial. Moi, comme Mm. quoi, finalement, donc du coup, toi, tu as fait, juste pour bien comprendre un peu le parcours, tu as commencé ton lycée à Descartes, ensuite tu as été à Centrale, donc tu as fait une prépa, puis Centrale, et là, tu travailles. J'ai fait une école de commerce, Ouais, ok. Subdeco Reims, et ensuite, il y avait un espèce une passerelle Ok, où ils prenaient 2-3 dans la promo pour faire un master spé à Centrale Paris. ok, Et c'est comme ça que j'ai accédé ok, je comprends. à l'école d'ingé. Ok, et du coup, qu'est-ce qui a fait en fait que tu sois passé de ton école de commerce, puis Centrale, à ta vie de motard, entre guillemets Qu'est-ce qui a fait que finalement l'appel de la moto était plus fort que ta vie, qu'une vie classique finalement, Ouais. avec un petit train-train quotidien en entreprise, etc. Sans vraiment rentrer dans les détails, il y a eu plusieurs moments en fait douloureux où quand j'étais dans le salariat, quand je travaillais pour plusieurs boîtes, j'étais jamais vraiment heureux. J'avais souvent besoin le week-end de sortir, voir des potes, aller boire un verre, faire tout le temps des activités le week-end pour compenser en fait la semaine. Et là, un jour, j'ai réalisé, je me suis dit, mais ça, c'est pas normal, c'est pas Ouais. une vie que j'ai envie d'avoir. Ouais. Moi, j'ai envie d'être de tellement être à fond dans ce que je fais et le faire parce que j'ai un objectif et que ça me plaît, que le week-end, j'ai pas besoin de compenser la semaine en fait. Ouais, je comprends. Et c'est comme ça, il y a eu cette prise de conscience. Je pense que voilà, la vie c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qui fait que quand on n'est pas sur son chemin, de toute façon, elle finit toujours par nous remettre dans la douleur Ouais. ou pas dans le droit chemin. Et moi, j'ai vécu ça et je suis quelqu'un d'assez intuitif, d'assez sensible, même si mon sport en fait en général ne laisse pas la place aux gens sensibles, mais je suis quelqu'un d'assez sensible et fait qu'en fait à chaque fois que je suis sorti de mon chemin, j'ai su m'auto-recadrer. Ok. Et voilà, ça a été difficile parce que j'ai rejoint l'entreprise familiale où j'avais un poste super important. En tant que directeur technique, j'étais vraiment bon dans ce que je faisais parce que j'adore tout ce qui est technique.
Et mes parents ont eu beaucoup de mal à accepter qu'en fait je veuille faire de la moto de manière professionnelle, etc. Ouais. Donc du coup là, tu as complètement laissé tomber ou tu travailles quand même à mi-temps? Non, je travaille à mi-temps. Okay. J'ai pas pu les laisser complètement tomber. Ouais. En même temps, j'ai pas vraiment le choix parce que en termes de sponsoring, etc. Enfin dire qu'il faudrait un salaire qui compenserait le fait de ne plus travailler. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, mais voilà, si demain, si un jour c'est le cas et que c'est possible, je le ferai parce que ça me dégagerait vraiment beaucoup de temps pour m'entraîner encore beaucoup plus et faire plus de moto et aller aussi encore plus en loin. fait, et aller plus loin. Ouais, bah oui. Ok, bah du coup on va rester sur le thème des compétitions et des motos. D'accord. Alors, tu es champion du rallye du Maroc, catégorie motocross Enduro Cup. Tu me dis si je me trompe quelque part. Catégorie Enduro Cup. Enduro Cup. Tu es aussi multiple champion du Maroc de motocross, cross-country et sable. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre chacune d'entre elles? Est-ce qu'il y a une durée différente entre les courses? Est-ce qu'il y a des terrains, des motos différentes, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le Très principe? bien. Alors, motocross, c'est un peu la base pour moi du sport moto. Ça se passe sur un circuit fermé où il y a des virages, des sauts, des obstacles naturels. Et voilà, c'est une course qui se fait, qui dure en général 20 minutes. Le cross-country, ça ressemble beaucoup au motocross. C'est juste que ça dure plus longtemps. Ça dure 45 minutes. Et au lieu que ça soit des obstacles, on va dire artificiels, c'est des obstacles naturels. Par exemple, on met des pierriers, des troncs d'arbres, tu peux avoir un lac, une rivière à traverser, des choses comme ça. Et les courses sur sable, ça c'est vraiment mon truc préféré que j'adore. En fait, j'adore rouler sur le sable, mais c'est par défaut parce que j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait que du sable. Et en général, le sable, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas trop, mais moi, c'est devenu un truc que j'aime beaucoup. C'est comme sur la plage où il y a un tracé qui est fait sur la plage. Et voilà, la course, elle a lieu sur la plage. En général, c'est des courses d'endurance qui durent jusqu'à 3 heures. Ouais, donc ils sont assez longs. C'est ça la grande différence entre les trois disciplines. Et moi, j'ai commencé en motocross, j'ai gagné 2 fois le championnat. Ensuite en cross-country aussi, tout ça en catégorie reine. Et les courses sur sable, je suis même allé en France en faire plusieurs, etc. C'est vraiment super. Ouais. Génial. Et du coup, est-ce qu'il y a des prérequis à avoir est-ce qu'il y a des qualifications, ce genre de choses pour participer aux courses ou non, pas forcément, c'est juste tu t'inscris et tu participes? Il suffit de s'inscrire. Ok. Ouais. Donc c'est libre. Il suffit au Maroc, n'importe qui peut rentrer. En France, il y a des qualifications pour pas qu'il y ait des différences de niveau trop flagrantes. Au Maroc, non, il y a pas ça. Okay. Il y a aussi le rallye, c'est ce que j'ai fait, qui est complètement différent. Ouais. Le rallye, c'est des courses qui se font en général sur 5 étapes. Chaque étape dure entre 600 jusqu'à 800 km. Okay. Et en fait, on va d'un point A à un point B, donc on repasse jamais par le même endroit. Okay. Et voilà, c'est celui qui le fait en le moins de temps possible. Qui a gagné. Ouais, qui le gagne en fait, c'est ça. Ok, excellent. Alors concrètement, comment est-ce que tu te prépares aux compétitions ? Est-ce que tu as des habitudes ? Est-ce que tu as un rythme ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as des entraînements, une alimentation en particulier ? Qu'est-ce qui fait que tu te prépares à ces différentes courses-là ? Alors, quand on prépare une course de motocross qui dure 2 fois 20 minutes, ça n'a juste absolument rien à voir avec un rallye qui dure 5 jours. Ouais. Franchement, pour le meilleur parallèle, c'est celui de la course à pied. Un sprinter, il travaille des filières énergétiques, etc., qui n'ont vraiment rien à voir avec le marathonien. Et c'est vraiment pareil sur la moto. Quand je préparais les courses de motocross vraiment à un niveau élevé, que j'allais en France ou que j'ai fait le trophée méditerranéen ou des courses en Europe, on travaillait beaucoup sur le fractionné. Le fractionné, c'est un entraînement physique en fait qui consiste à se mettre en anaérobie, c'est-à-dire que le corps va manquer d'oxygène. On est à fond sur des très hauts BPM, 180 jusqu'à 180, pour vraiment que le corps s'habitue à la montée du lactate, et alors que pour le rallye on est sur des entraînements, des sorties de vélo de 5-6 heures à basse intensité. C'est vraiment complètement différent. Voilà. Ok, ça marche. Mais c'est très pointu. Ouais, j'imagine. Ouais. Ok. Et est-ce qu'au quotidien tu fais quelque chose qui t'aide pour ces courses-là ou complètement. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que tu avais mangé... Là, je pense que ça se voit sur moi, je suis fatigué.
Déjà, ouais. Je suis fatigué parce que j'ai eu ma première séance de sport. Je me suis levé à 6 heures du matin. Ouais. J'ai eu justement le fractionné du matin, de Ouais. ce matin-là. Ok. Et l'après-midi, j'étais à la salle de sport pour un circuit cross-training. C'était spécialement pour le dos, les lombaires, etc. Ok. Et chaque jour, c'est un programme complètement différent. Donc c'est quand même assez intense. C'est Tu peux pas te c'est dire, super allez, je intense. vais participer juste comme ça, quoi. Faut quand même une préparation physique. En fait, si tu peux y aller, mais moi, je j'accepte pas en fait d'y aller et de faire les choses à moitié. C'est moi, Ouais. je suis comme ça. Mm. J'ai besoin de vraiment faire les choses super bien. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, j'étais pas une machine. Avant, je m'entraînais dans ma tête. Je disais non. Je me mentais un peu à moi-même et j'acceptais pas qu'il y avait des temps de repos, des choses comme ça. Et ça n'a pas loupé. Je me suis blessé. Ouais. Je me suis beaucoup plus blessé musculairement à la salle de sport, au sport, en courant ou un truc comme ça, que sur la moto, ce qui est complètement pas logique. Et même au yoga une fois. Et voilà, c'est-à-dire que j'ai compris que j'étais pas une machine et qu'il fallait vraiment, vraiment s'accorder du repos. Et quand il y avait certains moments, il fallait savoir lever le pied. Ok, très Voilà. bien. C'est même aussi important au final. Ouais, de savoir dire stop un peu se et reposer. de connaître ton corps, de connaître tes limites. Et... Voilà. Et le corps, en fait, quand on s'entraîne, on le dégrade. C'est ça qu'on oublie. Ouais. Et que pour qu'il se renforce, il faut le laisser se reconstruire. Et pour qu'il se reconstruise, il faut le laisser se reposer. Ouais. C'est aussi simple que ça. Après, la récupération entre un sportif de super haut niveau et une personne lambda, elle est très différente. Ouais. Un sportif de haut niveau, en une nuit, il peut récupérer à une vitesse incroyable, alors que pour une autre personne, il peut falloir presque une semaine pour la même chose. Ouais. Mais je comprends. voilà, c'est des adaptations qui se font sur le corps. Ok, donc c'est en fonction de ton corps. En fait, finalement, tout est question de se connaître soi-même, quoi. Il faut que tu connaisses tes propres limites, il faut que tu connaisses ton corps. Et c'est ce qui va, je pense, le plus t'aider à aller vers ton objectif, en fait. Et le corps, il envoie toujours des signaux. Ouais. Voilà. Ouais, il faut savoir être à l'écoute. Ouais. Ok, top. Alors, on va parler du coup un petit peu de ton coach, Samir Benjeloun, si c'est toujours lui. Ok. C'est lui. En fait, c'est mon coach sur la partie rallye. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu as plusieurs coachs en fonction des courses. Parce qu'il y a le coach pour le sport pour le sport. Oui, ouais, du coup. Qui m'aide aussi pour l'alimentation. Ok. Et il y a aussi un ami qui m'aide aussi sur toute la partie, pas vraiment gestion du stress, mais comment optimiser au maximum. Et ce gars-là, c'est un coach mental en fait. Il m'a vraiment aidé. En fait, tout ce qu'on faisait, je me disais que ça servait à rien, mais pendant le rallye, tout a pris du sens en fait. Et ce gars-là a décomposé tous les scénarios possibles de tout ce qui pouvait m'arriver. Et il m'a dit, et là, on va faire quoi? Là, on fait quoi? Là, on fait quoi? Et je suis sur les 200 scénarios qu'on a développés pendant plusieurs heures, plusieurs semaines avant. Et ben, ça n'a pas loupé. Je suis tombé sur 4 ou 5 de ces scénarios. Incroyable. Et c'est un gars qui est formidable, qui habite en France et qui t'a beaucoup aidé. Et qui, au final, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ok, top. Alors du coup, tu t'es pas lancé dans l'aventure tout seul, tu as quand même des personnes qui t'entourent, qui t'accompagnent. Est-ce que tu penses que c'est important de se faire accompagner dans ce genre de compétition? Est-ce que tu aurais pu te lancer seul, par exemple? Non, j'aurais pas pu. Ouais. Pour le rallye, c'est beaucoup plus compliqué que pour le motocross ou pour des courses classiques. Pourquoi? Parce que pour aller s'entraîner, il faut descendre dans le désert. Dans le désert, il ne suffit pas de prendre la moto et de se dire allez, je vais foncer comme ça tout droit. Parce qu'au moindre pépin, il faut pouvoir sortir de là-bas. Okay. Donc, il faut déjà s'entourer de gens qui ont des compétences, qui peuvent nous sortir de là. En plus, il n'y a pas de réseau. N'importe quoi peut arriver. Et donc, il faut être en confiance. Si en plus, tu n'es pas en confiance, ça ne sera juste pas possible d'y aller à 400% et de se donner à fond. Et donc, quand tu pars, tu es accompagné ou tu pars tout seul? Voilà, quand je pars, je pars avec Samir Benjeloun ou Benoît Delmas, un Français qui habite au Maroc depuis plus de 20 ans, un gars vraiment fantastique. Et on y va, on se met en condition au rallye. En général, on passe une semaine. C'est pratiquement une semaine par mois. Et c'est des entraînements très très poussés où à 6h du matin, on part, on fait 300-400 km de piste, c'est-à-dire ça peut prendre 6-7 heures. Et le soir, on se repose, on débriefe, etc. et rebelote le lendemain. Ok, nickel. Donc ça veut dire qu'en fait, tu t'entraînes et puis à la fin de la journée, tu fais
ton débrief, tu fais Voilà. le bilan, Ouais. tu ajustes en fonction de ce que tu as fait pendant la journée, les jours qui suivent. Et je regarde, je me dis, ah là, par exemple, là, la dernière fois, j'y étais c'était quand? C'était la semaine dernière. J'y étais la semaine dernière et j'ai tout de suite vu que mes lombaires, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai senti une faiblesse ici et tout. Donc, je débrisse avec lui, mais avec le coach sportif, je lui dis là, ça, c'est pas normal, pourquoi j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et tout de suite, on fait des rectifs et la fois d'après, je suis plus fort, je suis mieux, etc., etc. Ok. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et est-ce que ces personnes-là t'accompagnent aussi pendant les courses ou c'est juste pendant tes entraînements? Samir, il pouvait pas, pendant le rallye du Maroc, être là. Par contre, il y avait tout son staff qui était avec moi. Ok, Donc au final, c'est comme s'il était là. Ok. Mais ouais, c'est bien parce que c'est des gens que je connais. Le mécanicien, c'est quelqu'un qui sait exactement comment je suis, comment je réagis. Moi j'ai certaines routines. Après, j'ai des rituels qui se mettent en place. Si par exemple, on commence à stationner du côté gauche et qu'on sort toujours la table là, j'ai besoin que tout se passe toujours de la même manière. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est comme ça et ça me permet de me mettre tout de suite dans ma bulle de concentration et d'avoir ces gars-là qui ont l'habitude d'être avec moi et qui me connaissent, qui savent exactement l'eau, si je la veux froide ou pas froide, etc. Je peux t'assurer qu'au final, ça fait la différence. Et oui, ça m'a beaucoup aidé pendant le rallye, je pense. Ouais. Ok. Et du coup, au moment de la course, pendant les courses, c'est quoi ton mindset, ton état d'esprit? Comment est-ce que tu te sens? Tout à l'heure, tu me parlais de mindfulness. Comment est-ce que tu fais pour t'ancrer dans le moment présent, justement, et pour aller vers ton objectif, en fait? Moi, mon mindset, en fait, il est très clair. Plusieurs personnes me disent qu'entre la vie de tous les jours et la personne que je suis quand je mets un casque, c'est deux personnes qui n'ont juste rien à voir. Et c'est vrai qu'en fait, il se passe un truc. D'ailleurs, il y a des copains, ils me disent en arabe que Jinnen, mais c'est vraiment ça. Il se passe un truc et je pense que je suis complètement transcendé par un truc qui fait que moi-même, parfois, je me dis avec du recul, non mais c'est pas possible, pourquoi tu as fait ça à ce moment-là, tu aurais pu quand même juste baisser un peu la vitesse ou faire ça, mais en fait c'est plus fort que moi. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'empare de moi et ça fait aussi toute ma force parce que voilà, par exemple pendant la course au 5e jour où j'étais complètement épuisé, j'en pouvais plus, c'est là où j'ai vraiment tout défoncé et que j'ai gagné avec 15 ou 20 minutes d'avance sur l'étape qui était la plus importante. Et c'est ça aussi qui fait que parfois au bout d'une demi-heure de course de motocross ou quelque chose comme ça, là où tout le monde commence à baisser de rythme et être fatigué, je pense qu'il y a un truc qui me donne cette énergie en plus pour vraiment y aller. Et en général, c'est une attitude qui peut aussi me porter préjudice parce que c'est un peu une attitude de tout ou rien qui fait que j'ai souvent pas envie d'être deuxième. Où je me dis c'est soit premier, soit disqualifié. donc ouais, mais ça fait partie de moi en fait. Je pense que je suis comme ça. Ok. Et donc du coup, quand t'es pas premier, parlons un peu de tes échecs. Donc là, t'as réussi, t'as remporté plein de belles courses. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé justement d'en perdre? Et si oui, comment est-ce que tu l'as pris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors pour revenir à ce qu'on disait au tout début, encore une fois, en fait, il y a un truc qui est spécial, c'est que dans l'échec, il y a toujours le revers de la médaille. C'est que parfois, quand je fais deuxième ou même en France, je me suis fait déjà exploser par des pilotes beaucoup plus forts que moi. J'ai déjà fait 14, 15 sur 100, sur 200, ce qui est très bien, mais pour moi, c'était une catastrophe. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis déçu, ça c'est sûr. Je rentre, parfois, je remets tout en question, mais ça dure une journée et après, ça va mieux. Et là, mais je me mets au travail, mais de manière complètement acharnée. Ça te donne encore plus la niaque, en fait. Mais ça me donne une niaque qui peut durer pendant 2, 3, 4 mois, où en fait, même si après je fais de bons résultats, c'est pas suffisant, je suis toujours sur l'échec d'avant. C'est comme si c'est toujours pas assez. Et c'est vrai que ça peut être un peu dur à vivre au quotidien. Je dis ça parce que pour Souki, ma femme, qui parfois elle me dit non mais il faut que tu te calmes, repose-toi. Non, ce week-end on va pas aller à Marrakech faire 5 heures de vélo, on va rester à la maison tranquille, etc. Mais voilà, ça fait toute ma force. Ça fait que je suis toujours un peu insatisfait, jamais satisfait, et ça fait que voilà, que je progresse vite et que de manière exponentielle même. C'est ça, c'est ce qui fait en fait finalement que tu es hyper persévérant. C'est que comme tu n'es pas content de ce que tu fais, tu te dis faut que je travaille plus, et tu persévères et tu fais tout, tu mets tout en œuvre pour atteindre ton objectif. Voilà, je pense que Ok.
Top. Parlons un peu du rallye du Dakar. Donc, le premier step, c'était le rallye du Maroc. J'ai cru comprendre que c'était un rallye qui était beaucoup plus difficile que le rallye du Maroc, le rallye du Dakar. En quoi est-ce que c'est plus difficile ? Alors, cette année particulièrement, tous les pilotes pros disaient... Toby Price qui disait « Oh my God », je ne sais plus c'était quoi l'expression sur sa story, que ce rallye du Maroc, les étapes étaient plus dures que celles du Dakar. Okay. Et en fait, j'ai compris ensuite que l'organisateur a fait ça exprès, parce que pendant le confinement, tout le monde a eu cette envie d'évasion, de grand air, de se mettre au rallye. Tout le monde est parti sur ce délire, alors que les gars, ils faisaient que regarder des vidéos, mais en fait, ils ne savaient pas du tout à quoi ils allaient s'attendre. Et alors, ils sont tous inscrits au rallye du Maroc parce qu'il y a c'est une étape qualificative du Dakar. Okay. Donc, ils sont tous inscrits au rallye du Maroc pour être finisher, c'est-à-dire le finir. Et ensuite, une fois qu'ils le finissent, ils peuvent valider l'inscription du Dakar. Donc, l'organisateur, quand il a vu que cette année, il y avait 400 ou 500 inscrits, il s'est dit, bon, je vais corser le truc à mort pour que les gars qui viennent au Dakar au moins... Parce que le problème, c'est quand des gens n'ont pas niveau, ils vont sur le Dakar, le truc, c'est que c'est trop dangereux. Ils se font rattraper par les voitures parce que les motos partent en premier. Okay. Et une fois qu'ils se font rattraper par les voitures, c'est le début de la fin parce qu'il y a de la poussière, il y a des voitures qui ne voient pas des motards, il y a eu plein d'accidents graves comme ça. Okay. Donc voilà, le gars, l'organisation a sélectionné de cette manière-là. Donc cette année, c'était vraiment difficile. Mais la grande différence avec le Dakar et le rallye du Maroc, c'est que le Dakar, ça dure 12 jours. Ok. Alors que le rallye du Maroc, ça a duré 5 jours. Ok. Mais finalement, du coup, les terrains sont les mêmes ou même pas forcément ? Alors, tout le monde dit que le Maroc, ça ressemble incroyablement et beaucoup à l'Arabie Saoudite. Ok. Le désert, ça ressemble énormément. Les pierres, les trucs, les airs, les oueds dans lesquels on descend, on remonte. Tout le monde disait que c'était vraiment copier-coller. Okay. Donc pour moi, c'est le top parce que le Dakar va se passer en Arabie Saoudite pendant encore, je pense qu'ils vont re-signer encore pour 5 ans. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment donc c'est une aubaine pour toi, quoi. C'est génial. Gros avantage. Donc ça veut dire que finalement, tu peux juste rester au Maroc et t'entraîner sur... Mais je peux pas trouver mieux que le Maroc pour m'entraîner. Bon, bah c'est génial. C'est ce que je disais à la radio il y a 2-3 jours. C'est qu'on a une chance qui est juste incroyable ici au Maroc. Les étrangers, ils payent très, très, très cher. Les entraînements que je vais faire, moi, dans le désert... disons que ça me coûte chaque entraînement 20 ou 30 000 dirhams, ça peut coûter franchement 10 fois ça à un étranger. Okay. Pour envoyer la moto, pour trouver les gars au Maroc, moi ce que je paye, c'est que je paye mon carburant, mon billet d'avion, l'équipe qui m'aide, bien sûr l'assistant, les trucs comme ça. Donc vraiment les frais ils sont contenus, mais eux ils payent une fortune, vraiment une fortune pour venir s'entraîner. Donc on a un avantage au Maroc, on a un avantage qui est incroyable. Et normalement avec un tel avantage, on devrait avoir des Marocains au championnat du monde. Même champion du monde, mais c'est vrai. Je pense qu'on a tout pour réussir. Ok, génial. Je voudrais te parler un petit peu, donc tu me parlais de oued, de désert, etc. Je voudrais un peu rester dans ce sujet-là de la nature. D'accord. Je suppose qu'en faisant de la moto, en voyant autant de paysages, tu as un lien assez particulier avec la nature. Ouais, moi je pense que je suis complètement addict, mais dans le bon sens. On ne peut pas parler d'addiction parce que je pense que la nature, il n'y a rien de plus naturel. Donc on ne peut pas parler d'addiction, c'est l'inverse, c'est le fait que j'habite à Casablanca dans un endroit qui n'est pas naturel qui est le problème en fait. Donc, c'est qu'en fait finalement ça te ressource un peu. Non seulement tu adores faire de la moto, ça te ressource, mais en plus te retrouver dans la nature, ça te ressource d'autant plus finalement. Exactement. J'ai toujours été quelqu'un qui a adoré la nature. J'ai beaucoup joué au golf étant jeune, mais en fait je me suis un jour rendu compte qu'en fait c'est juste que j'adorais être entre les arbres et dans un espace vert. J'ai adoré accompagner mon père à la chasse pendant 4 ou 5 ans, alors que je déteste et que j'étais vegan pendant plusieurs années, alors que je déteste tuer les animaux, mais encore une fois parce que je me suis rendu compte que j'adorais être dans ce truc avec les animaux et dans la nature. Et pour le rallye, c'est exactement la même chose. C'est vraiment exactement la même chose. D'ailleurs, à chaque fois que je reviens, je le dis toujours à chaque fois, bon, je vais revenir à Souki, mais je lui dis combien de fois je lui dis, mais s'il te plaît, il faudrait qu'on trouve un moyen pour scolariser Leït nous-mêmes et on va vivre beaucoup plus loin qu'ici. Pourquoi on est bloqué à Casablanca, etc.
Mais en fait, on est un peu piégé par ce confort de Casablanca parce que déjà, pour trouver, on trouve tout ici. On trouve tout. Et moi, sur la moto, j'ai besoin de pièces, j'ai besoin de machins, de trucs. La salle de sport hyper équipée et tout. Où est-ce qu'on va trouver ça ailleurs? Ouais, c'est clair. Donc voilà, mais heureusement, il y a l'avion maintenant pour descendre. On n'est plus obligé de prendre la voiture forcément. Mais oui, à chaque fois que je vais dans le désert, ça me fait un bien fou. Et il y a toujours cette petite phase de down, un peu dépression quand je reviens. Ouais. Ça dure toujours 2-3 jours où genre vraiment j'en ai marre un peu de tout, mais après ça passe. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un caractère qui est assez propre à notre génération. On a beaucoup plus besoin de nature que nos parents par exemple. On a plus besoin d'aller se ressourcer. C'est vrai, et je sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est marrant. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quel est le paysage qui t'a le plus marqué pendant tes excursions en moto? Tout était incroyable. Franchement, tout était vraiment incroyable. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais si tu en avais deux à choisir, qu'est-ce que tu conseillerais d'aller visiter au Maroc? Au Maroc, ouais, au Maroc. Alors j'ai adoré la région de Tantan, j'y étais l'hiver dernier. C'était juste incroyable parce qu'il y avait des espèces de cailloux partout et d'un coup tu tombes sur du sable et ensuite des cailloux et je crois qu'il avait plu, donc il y avait de l'herbe qui sortait des cailloux et je sais pas comment décrire ce paysage, j'ai pas les termes exacts, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et puis sinon les dunes de sable, les ergs, Merzouga, Hamil Rizlen et tout cet espace en fait, ces grands espaces, ça c'est propre au Maroc et c'est quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Ok. Alors l'interview touche bientôt à sa fin, j'ai encore quelques petites questions à te poser, mais globalement on a couvert un peu tout l'aspect moto, etc. Alors de ce que j'ai compris, de ce que je peux résumer, tu es une personne qui est hyper persévérante, hyper travailleuse, focus sur tes objectifs, proche de la nature aussi. Qu'est-ce que tu aimerais enseigner à ton fils? Quelles sont les valeurs que tu aimerais lui transmettre sur base de ce que toi tu es aujourd'hui et sur base de ce que toi tu as appris justement pendant ton parcours? Mon fils Leith, par exemple, je me suis toujours dit s'il n'aime pas la moto, c'est son choix. S'il aime le foot comme la majorité des enfants, c'est très bien. Je l'accompagnerai. Mais en fait, le truc le plus important à véhiculer, c'est que tout est possible. Si vraiment il aime ça à fond et qu'il se donne les moyens, qu'il est prêt à bosser, faire du sport 3 fois par jour et vraiment faire le truc bien et ne pas juste jouer au foot à la play, quoi. Tout est possible. Et c'est quelque chose en fait que j'ai compris trop tard parce que moi j'y croyais pas en fait à ce truc-là, que tout est possible. Et aujourd'hui j'y crois vraiment. Aujourd'hui, si on m'avait dit que j'allais gagner Rallye du Maroc ou j'allais faire tout ça, j'aurais jamais cru quelqu'un si on me l'avait dit il y a quelques années. Et peut-être que voilà, si c'est possible, je sais que c'est possible que si je continue à m'entraîner, que je profite du fait que j'habite au Maroc et que j'ai une super organisation et que tout est super bien fait et qu'il n'y a pas de blessure, pourquoi pas faire le championnat du monde l'année prochaine ou dans 2 ans ou quelque chose comme ça. Okay. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais lui faire communiquer comme valeur en fait. Ok, donc c'est qu'avec beaucoup de travail, tu peux arriver à faire n'importe quoi. Tu peux faire bouger les montagnes. Je pense que ouais. Ok. En restant un peu sur le thème des citations et des motos, j'ai un petit peu fouiné sur ton Facebook, je me suis permise, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de citations de philosophes. Donc c'est pas récemment, mais c'est un peu plus loin. Je pense que c'était vers 2018, quelque chose comme ça. Je suis remontée assez loin quand même. Donc en plus d'être scientifique et sportif, tu es aussi littéraire. Est-ce que tu peux partager avec nous du coup un livre qui t'a marqué ou un auteur qui t'a marqué? Il y a un livre que j'ai jamais pu lire en fait parce qu'il est trop compliqué, mais c'est l'éthique de Spinoza. Et effectivement, moi en fait la philo c'est quelque chose que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai eu l'année du bac, le bac en philo, j'avais eu quelque chose comme 15 ou 16 alors que la moyenne nationale c'était 8 ou un truc comme ça. Et malheureusement, je viens d'apprendre hier par ma nièce que la philo, elle a pris un coefficient de dingue maintenant. Ah ouais? Ça a monté coefficient 8, elle a dit, ou 10. Autant que les maths, quoi. Autant que les maths. Et je me suis dit, oh là, c'est dommage. Si moi, j'avais vécu à cette période, j'aurais eu mention au bac.
etc. Mais ouais, la philo, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Après, peut-être que comme dans tout, j'ai eu un prof exceptionnel de philosophie. Par exemple, j'ai eu un prof exceptionnel de SVT aussi, et j'ai eu des profs assez moyens en arabe et qui m'ont pas donné, par exemple, le goût de l'arabe, et je l'ai beaucoup regretté plus tard. Ouais. Donc, ouais, la philo, l'éthique, pour revenir à ta question, l'éthique de Spinoza, j'ai trouvé j'avais lu une version beaucoup plus simplifiée. C'était pas vraiment la traduction littérale, et j'avais trouvé ce livre vraiment incroyable parce que il te donne toute ça va dans tout ce que je te disais sur la vie tout à l'heure, qu'en fait la vraie liberté n'existe pas, mais qu'il y a un conditionnement, qu'il faut écouter son ressenti intérieur, aller dans le sens, il y a plusieurs choses à faire qui sont en fait logiques. Il faut suivre sa voie et son parcours pour finalement ressentir de la joie, être heureux. Et ça m'a beaucoup parlé. Je pense que ça a drivé un peu ma vie. Ouais, parce que finalement ça te correspond en fait, tout ce que tu dis là. Ouais. Ok, super. Et alors ma dernière question, qui est hyper facile. Qui est-ce que tu aimerais écouter sur ce podcast ? Une personne, n'importe qui, un Marocain, un jeune, un moins jeune, qui t'inspire et que je pourrais inviter. Ah oui, il y a un gars que j'aime beaucoup, c'est Badr Siwan. Ok. Je le connais pas. C'est un triathlète. Ouais. Je pense qu'actuellement, il est 45 ou 49 au mondial. C'est un franco-marocain, mais là, il va s'installer au Maroc et il a un volume, je pense qu'il s'entraîne de manière autant acharnée que moi. Alors, lui ne me connaît pas, mais moi, je le connais. J'ai beaucoup d'admiration pour ce gars. Et je pense que j'espère que ce genre de personnes comme lui vont inspirer beaucoup de Marocains. D'autant plus que j'admire les gens qui font les sports qui sont entre guillemets faciles d'accès, comme le triathlon, la course à pied et tout, parce qu'il faut des baskets et sortir. Et là, il n'y a plus d'excuses. On n'est pas en mode mes parents m'ont pas acheté une moto quand j'étais petit, etc. Ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre de sport. Et lui, clairement, c'est pas quelqu'un qui avait forcément les moyens ou quelque chose comme ça. Et en plus, il a une tête qui est bien faite. J'aime beaucoup son état d'esprit. Donc, si tu peux l'inviter, ça peut être top. Écoute, je regarderai. Je connaissais pas du tout. Je regarderai son profil et Inch'Allah, on aura un deuxième sportif sur le podcast. Ok, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je te souhaite beaucoup de courage pour le rallye du Dakar et beaucoup de succès aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.